Bonsoir, chers auditeurs et auditrices. Bienvenue à notre web radio du 30 octobre, qui est un sujet, on a beaucoup parlé des sinistres, mais ça reste toujours un casse-tête majeur pour les gens en copropriété actuellement. Ce soir, on va se concentrer plus précisément sur l'intervention après sinistre, comment vous donner des trucs pour bien gérer votre sinistre et on va avoir des invités qui vont être avec nous pour nous aider à vous éclairer. Donc, mon nom est Valérie Couture, je suis l'animatrice de la web radio de Condo Légal à chaque 2 mercredis. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Et surtout, je suis accompagnée ce soir de gens que je connais très bien. Tout le monde est là. Donc, une collègue, une amie, Danielle McPherson, qui, je dois le souligner, malgré son allure très jeune, qui est gestionnaire de copropriété depuis 34 ans. Alors, c'est vraiment extraordinaire l'expertise et l'expérience qu'il y a derrière cette femme qui a, ma foi, piétiné les sentiers pour les gestionnaires de deuxième génération comme moi. J'ai un grand respect pour Daniel. Merci beaucoup, Daniel McPherson, d'être avec nous ce soir. Ça me fait plaisir. Bonsoir à tous. Avec nous aussi, Cyril Daclou. Cyril, qui est président de la firme Infiltration Montréal, qui est en recherche de cause. On va en parler aussi parce que des sinistres, c'est causé par certaines situations et on va mettre en lien ça. Et Cyril aussi va nous parler ce soir de l'intervention après sinistre, donc le sujet de la soirée. On va vous donner des trucs avec Cyril et son expertise, puisque Cyril est dans le domaine depuis 2005. Donc, il a aussi travaillé sur des grandes catastrophes aux États-Unis. Ben là, il est présent dans le marché au niveau de la région, des grandes régions du pourtour de Montréal. Donc, puis Cyril, c'est un personnage que je connais, un ami aussi. Ben, merci Cyril, durant tes vacances, d'être avec nous, lointain dans les Caraïbes, mais merci de prendre le temps d'être avec nous parce que c'est vraiment toi qu'on voulait avoir comme expert ce soir. Ça me fait plaisir. Bonjour à tous et à Merci toutes. Cyril. Merci. Et pour éclairer nos lanternes à tous, on va vous inviter aussi à poser vos questions, chers auditeurs et auditrices. On a Maître Philippe Gagnon-Marin, qui est dans la belle équipe des avocats de LJT. Maître Gagnon-Marin est en copropriété d'une grande partie de sa pratique et il est avocat depuis 2020. On a déjà eu Maître Gagnon-Marin à des web radios avec nous et il est disponible ce soir pour nous éclairer sur certains sujets. Maître Gagnon-Marin, merci d'être avec nous ce soir. Merci beaucoup. Bonsoir à tous et à toutes. On va vous poser plusieurs questions tout à l'heure. Donc, le commanditaire de la soirée, vous le savez, tout le monde est bénévole ici. Le commanditaire de la soirée sert à favoriser qu'on puisse engager des gens pour le condo légal, pour faire les affiches et tout. Alors, Infiltration Montréal est notre commanditaire. On va vous expliquer en quoi font leurs services, mais ils offrent des services pour les syndicats de copropriété, autant en prévention aussi en prévention et surtout en recherche de cause. Donc, vous avez des infiltrations, vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça rentre chez vous ou dans votre copropriété, bien, Infiltration Montréal va vous donner ces services-là. Donc, merci à Cyril et à Infiltration Montréal d'avoir été le commanditaire. Lanceny est avec nous au support technologique. Donc, Lanceny fait partie de l'équipe du RGCQ. J'invite toujours à chaque web radio les copropriétaires et les syndicats de copropriété à se mettre membre au niveau du RGCQ. Le coût est dérisoire. Vous avez accès à des formations, on a eu le colloque dernièrement, il y a eu le colloque de Québec, il y a eu le colloque à Gatineau. Vraiment, vous avez des ressources importantes. Il y a des services qui sont donnés aux membres avec la ligne Infogestion et plus. Donc, on vous invite à devenir membre du RGCQ pour faire partie des milliers et milliers de membres qui sont membres pour aller chercher de l'information, chercher de la formation, parce que c'est pas facile d'être administrateur. Donc, on doit éviter les administrateurs qui, par une assemblée générale, se présentent comme administrateurs parce que personne ne veut le faire.
Donc, la RGCQ est là pour vous aider à vous informer et à vous former. Donc, entrons dans le vif du sujet ce soir. Et je vais demander la première question à Cyril parce que c'est important. Le thème de la soirée, c'est l'intervention après sinistre. Et je pense qu'il y a encore des gens qui sont des administrateurs, des copropriétaires, qui ne sont pas tout le temps convaincus que c'est nécessaire de faire une intervention après sinistre, même si c'est un petit sinistre par l'eau. Alors, Cyril, peux-tu nous indiquer pourquoi et à partir de quelle situation on devrait faire intervenir une firme d'après sinistre dans nos syndicats de copropriété? Mhm. Bon, c'est sûr que c'est la question principale et qui touche et qui va toucher de toute façon tous les bâtiments au Québec, même au Canada. Je veux dire, il n'y a pas un bâtiment qui n'a pas vécu une situation comme ça, que ce soit un petit, que ce soit un gros. Mais l'important, surtout et avant tout, c'est de faire une intervention après sinistre pour éviter l'aggravation des dommages. On pense que, mettons, une petite fuite dans un entre-plafond d'une salle de bain, ça dégoûte, puis ça dégoûte sporadiquement quelques gouttes. On pense que, regarde, c'est pas grave, c'est juste quelques gouttes. Ce qu'on voit pas, l'œil nu, ça va être le gyps, par exemple, au plafond, qui va être imbibé d'eau et qui, après quelques jours, une semaine, etc., va commencer à démontrer des signes de décoloration, des choses comme ça. Ça, c'est la pointe de l'iceberg. Ce qu'on ne voit pas, c'est l'entre-plafond où vous allez avoir déjà de la croissance de moisissures, etc., qui va altérer et qui peut altérer la qualité de l'air, etc., etc. Fait qu'un petit dégât d'eau qui est traité dans les 24-48 heures, parce que là, on peut parler de protocole également. Santé Canada dit que vous avez 48 à 72 heures avant qu'il y ait un risque d'aggravation, par exemple, croissance fongique, si aucune action n'a été faite pour traiter le problème, que ce soit l'assèchement, que ce soit la démolition. Donc, un petit dégât d'eau qui aurait coûté, je ne sais pas moi, une coupe de $1000, là, on va dire, OK, ben va se transformer en une réclamation de 4, 5, 6. OK? Parce que la goutte d'eau qui coule, là, elle ne va pas arrêter par l'opération du Saint-Esprit. Là. Si ça a coulé une fois, ça va couler encore et encore et encore. Et le danger, c'est que les copropriétaires, involontairement, je veux dire, il ne faut pas leur porter tout de suite, je veux dire, les gens ne savent Les pas. mauvaises intentions. Là. Exactement. Donc, OK, ça a coulé une fois. Ben, OK, ça coule plus, ça n'a pas coulé aujourd'hui, ça coulera plus jamais. C'est pas ça. Donc, il ne faut pas penser que automatiquement, OK, on appelle une compagnie d'après-sinistre, on signale à notre compagnie de gestion, OK, j'ai un petit souci, est-ce que c'est possible de venir voir? Tout de suite, ça va coûter un bras une jambe. C'est sûr que bon, dans l'après-sinistre, puis je ne veux pas rentrer dans le détail, mais l'après-sinistre a mauvaise presse un peu là. Oui. Okay, il y a eu de l'abus, il y a de l'abus, etc. Mais je pense que il y a des balises dans lesquelles les compagnies d'après-sinistre doivent travailler. Mais la pire des choses, c'est de rien faire du tout. C'est que le syndicat de copropriété ou le copropriétaire va ignorer la problématique. Et là, on se ramasse, ça devient un risque. Là. Tout le monde devient un risque. Et la compagnie d'après-sinistre, elle, quand elle va intervenir une semaine, 2 semaines, 1 mois, 6 mois plus tard, là, ben c'est sûr que le coût va être complètement différent. Là. Je prends l'exemple du plafond de salle de bain qui coule parce qu'il y a une crépine au-dessus là, qui est déficiente, okay, où il y a des joints de douche qui sont déficients dans la salle de bain à l'unité à l'aplomb. Okay. L'intervention en heure régulière va coûter quoi? Une coupe de $1000, $1500 peut-être. C'est 2 techniciens qui s'en viennent. Ils vont faire une ouverture au plafond. Ils vont mettre de la déshumidification. Ils vont prendre des photos. Ils vont faire un rapport, etc. Puis après ça, il faudra reboucher le trou de gyps, plat de peinture. Donc, en tout et pour tout, allez, peut-être $3000.
Mais ce 3 000 $-là, c'est facile d'imaginer à combien il peut se transformer. Si au lieu que ça soit, mettons, un pied carré de gypse à enlever, ben là, c'est le plafond complet qu'il faut enlever. Puis là, il faut décontaminer parce qu'il y a de la moisissure à la longueur. Vous avez peut-être le système de ventilation qui est affecté, donc il va falloir nettoyer le système de ventilation aussi, etc. Là, on est plus dans les 5, 6, 7, 8, 10. C'est sûr qu'on aura toujours des dégâts d'eau importants, une tête de gicleur qui va briser, un bain qui va déborder parce qu'il y a quelqu'un qui oublie de fermer l'eau. Ça, oui, ça peut arriver. Mais nonobstant, des petits dégâts d'eau, il y en a énormément. Mais Énormément. tu sais, Cyril, les plus gros, le bain qui déborde puis le gicleur, personne ne pose de questions parce que c'est clair qu'on va avoir besoin d'aide. Exactement, c'est une Mais évidence. le petit sinistre, on a beaucoup de difficultés à convaincre des gens. Ce que tu viens de dire, avant que je passe à Danielle, parce que je veux qu'elle explique quelles sont les bonnes étapes pour bien gérer après le coup de téléphone à la compagnie, après sinistre. Mais si tu permets, Cyril, je vais passer avec Maître Gagnon-Marin, parce que ce que Cyril vient d'expliquer, on n'est pas dans la catastrophe, là. Tu sais, on a une petite situation. Mais le syndicat a des responsabilités à partir de l'appel d'un de ses copropriétaires. Peut-être qu'ils n'ont pas de gestionnaire, c'est un petit syndicat puis ils n'ont pas de gestionnaire. L'appel de, ben là, ça coule dans ma chambre de bain, ça coule d'en haut. Qu'est-ce qu'on répète puis qu'on revalide avec nos auditeurs ce soir? Puis je vous invite, vous pouvez poser vos questions. Nos gens vont se faire un plaisir d'y répondre. Mais qu'est-ce qu'on revient comme responsabilité du conseil d'administration? Ben, effectivement, c'est sûr que le syndicat a une responsabilité qui est importante en matière de sinistre. C'est sûr que les sinistres, on a dit, il y en a des petits, il y en a des plus grands. C'est pas nécessairement tous les sinistres qui vont donner lieu à une réclamation à l'assureur du syndicat. On peut Bon notamment point. penser aux sinistres qui sont vraiment au-dessous de la franchise du syndicat. Donc, qu'est-ce qui arrive s'il y a un sinistre qui soit petit ou grand? Donc, le syndicat des obligations peut soit réclamer à son assureur, puis que l'assureur prenne en charge un petit peu la gestion du sinistre, si ça vaut la peine. Donc, si on est euh, pour un plus gros sinistre, disons-le comme ça. Mais le Code civil prévoit que euh, lorsque survient un sinistre dans l'immeuble qui met en jeu la garantie prévue au contrat d'assurance du syndicat, donc on parle de toutes les parties privatives et communes à l'exception des améliorations, le syndicat qui ne se prévaut pas de son assurance a l'obligation de voir avec diligence à la réparation des dommages qui sont causés aux biens assurés, donc à l'immeuble. Je le répète, que ce soit aux parties communes ou aux parties privatives. Donc, le syndicat doit agir avec diligence, quitte à se retourner par après contre la personne qui est fautive. Je pense qu'on va y revenir plus tard, là, donc je m'arrête ici, mais le syndicat a une obligation de diligence, d'agir avec diligence, de voir aux travaux. Puis, s'il ne le fait pas, il peut engager sa responsabilité. Donc, c'est très important. Mais Gagnon-Marin, j'ai juste quelque chose que j'aimerais vérifier avec vous. Quand on a deux unités touchées, c'est un peu plus clair pour les administrateurs de l'intervention qu'ils ont à faire parce que ça a touché une autre personne. Mais une situation qui peut être semblable, mais qui n'a pas engagé de problème en dessous, c'est aussi de la responsabilité du syndicat de prendre acte dans quelque chose. Admettons, une valve de lave-vaisselle qui a coulé un peu. J'ai un plancher qui est atteint, mais ça n'a pas traversé comme Cyril l'expliquait puis donnait un exemple tantôt. Là aussi, il y a une responsabilité comme syndicat. Oui, exact. Parce que, comme je l'ai dit, le syndicat assure tout l'immeuble, y compris les parties privatives. Ça, c'est prévu au Code civil noir sur blanc. Donc, même si le sinistre affecte juste l'unité du copropriétaire concerné, ben, c'est le syndicat qui doit entreprendre les démarches, qui doit voir avec diligence aux travaux de réparation ou qui doit faire une réclamation à son assureur si le sinistre, s'il considère que c'est justifié de le faire dans les circonstances. Merci, Maître Gagnon. On va revenir à vous après. Ma chère Danielle, chez Gestion, vous gérez à l'interne vos sinistres de vos syndicats. Donc, tu as l'expertise et l'expérience.
Cyril a donné un exemple. Là. Bon, ça coule, la toilette d'en haut coule en bas. Là, on n'a pas parlé, mais on va revenir avec Cyril tantôt, mais si c'est un débordement de toilette, ben, il y a encore des précautions plus à prendre que si c'est de l'eau propre. Mais Daniel, notre syndicat, notre plus petit syndicat ce soir, qui aimerait avoir les grandes lignes pour la gestion de son sinistre. Je te laisse la parole. Parfait. Merci beaucoup, Valérie. Alors, peu importe la grosseur de votre immeuble, quand il faut traiter un sinistre, ça se traite de la même façon. Il faut juste savoir comment le faire. Je vous dirais on a deux choix. Le premier, c'est qu'on se couche en petite boule et on pleure. Ça, c'est une des solutions, ce n'est pas la meilleure. La deuxième, ben, il faut agir. Hein? Alors, pour agir, quand on a un sinistre, quand on a un copropriétaire qui appelle le président du conseil ou qui appelle son gestionnaire, peu importe la grandeur de votre condo, la première chose qu'il faut faire, c'est, bon, on va identifier l'urgence. Si on a un concierge sur place, on va parler beaucoup avec le concierge pour faire des échanges pour savoir si effectivement c'est une urgence, parce que des fois, ça peut être quelque chose de très minime qu'on va pouvoir traiter le lendemain matin. Mais là, on va prendre un exemple où il y a un dégât, là, puis il y a de l'eau qui coule, juste pour prendre un exemple concret. Alors, la première chose à faire, évidemment, c'est d'être sur place et d'aller constater qu'est-ce qui se passe parce qu'il va falloir déterminer si on appelle une compagnie d'après-sinistre tout de suite ou si on a le temps de faire quelque chose pour arrêter le dégât. Alors, on s'entend tous que les dégâts d'eau, ils arrivent toujours le vendredi à 4 heures hein, ou le samedi. C'est pas mal dans Samedi ces soir, temps-là. 9 h aussi. Samedi soir, 9 h. C'est dans ce temps-là qu'on a des sinistres. Alors là, on appelle une compagnie d'après-sinistre. Entre-temps, avant qu'il arrive, si on peut prendre des photos, parce qu'on a dit tantôt, Cyril, et même Maître Gagnon-Marin le dit, il faut monter un dossier. C'est très important parce qu'on va avoir besoin de ce document-là après pour aller réclamer les fonds. Alors, première chose, on identifie le sinistre. Si on est capable d'arrêter la source d'eau, si on est capable d'aller fermer l'eau avec la valve dans l'appartement, tout ça, ça va aider beaucoup parce que le moins d'eau possible qui coule, le mieux c'est. Alors, si on est capable d'arrêter la source de l'eau avant que la compagnie d'après-sinistre arrive, tant mieux, ça va aider beaucoup. On part notre dossier tout de suite, on prend nos photos le plus rapidement possible. La compagnie d'après-sinistre va arriver, vont installer leur équipement pour faire de l'assèchement et vont nous préparer un rapport. Alors, ce rapport-là va nous servir plus tard, comme je vous ai dit tantôt, pour aller faire une réclamation. Maintenant, c'est beau, on a pris des photos, on a parlé avec le copropriétaire, on a eu sa version des faits. Si le dommage touche plusieurs étages, bien évidemment, on va voir les étages en dessous, on doit parler à tout le monde pour avoir les renseignements de chacun des copropriétaires qu'on va mettre dans notre dossier avec nos photos. Maintenant, au niveau de l'assurance, on peut faire deux choses. Si on a une compagnie, si on traite avec un courtier d'assurance, ce qui est, selon moi, la meilleure chose à faire, au lieu de traiter avec une assurance directement, parce que là, on a l'opportunité de parler avec un intervenant entre les deux, qui est notre courtier. Alors, on peut faire soit une déclaration ou une réclamation, dépendamment de ce qui arrive. Si c'est un très gros sinistre et qu'on le sait là, que ça va dépasser notre franchise, bien, il va falloir ouvrir notre dossier de réclamation. Par contre, si on n'est pas sûr, on peut faire simplement une déclaration à notre courtier. Et là, suite à l'assèchement et tout ça, bien là, le syndicat a la responsabilité de faire les réparations dans un premier temps. Alors, on doit faire des soumissions. Alors, on s'assure avec notre compagnie d'assurance que la compagnie avec laquelle on travaille pour aller chercher une soumission font partie des compagnies avec lesquelles ils transigent, parce que des fois, on peut avoir des problèmes. On n'appelle pas juste n'importe qui parce qu'on connaît le numéro, puis c'est facile parce qu'on le voit souvent à la télévision. Ça ne veut pas dire que cette compagnie-là va être reconnue par la compagnie d'assurance. Alors, ça, c'est un point qui est très important. Très important. Des difficultés après.
Alors là, on reçoit le rapport de notre compagnie d'après sinistre. On a reçu une soumission. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On fait les travaux de suite, comment ça marche, c'est qui est responsable, etc. Alors, il faut toujours, quand on reçoit ce document-là et que la responsabilité découle du copropriétaire, il faut qu'on écrive une lettre de mise en responsabilité qu'on va envoyer au copropriétaire. Cette lettre-là va dire, bon, ben, telle date, il y a eu un sinistre dans votre unité causé par telle chose. Voici le rapport de la compagnie d'après-sinistre et veuillez envoyer ça à votre assureur et toutes les factures qui vont s'en suivre, on va vous les envoyer. Là, 9 fois sur 10, le copropriétaire va nous appeler ou va appeler le président du conseil, si c'est une petite copropriété qui n'a pas de gestionnaire, pour dire, bon, c'est quoi ça, qu'est-ce que je fais? Alors, on informe le copropriétaire que c'est une façon de procéder qui est tout à fait normale. Il faut envoyer la mise en responsabilité au copropriétaire que vous allez remettre à votre assureur et votre assureur va nous rappeler par la suite et là, on va, là débutent les discussions. Parce que les premières interventions des compagnies d'assurance vont être, on n'est pas responsable, appelez votre gestionnaire. Ça, c'est la première chose qu'ils disent. Alors, le plus de preuves que vous avez pendant l'événement qui se produit, le mieux que c'est parce que vous allez être capable de prouver que oui, effectivement, c'est une faute du copropriétaire et on doit être remboursé. Vous rassemblez toutes vos factures avec les travaux que vous avez faits. Et j'ai oublié un petit point, là, quand on parle de demander à la compagnie d'assurance si cette compagnie-là elle est bonne, juste pour protéger vos arrières, quand vous recevez la soumission, avant de commencer les travaux, envoyez un courriel à l'assureur du copropriétaire, dire regarde, j'ai reçu cette soumission, approuve-la, puis je commence mes travaux après. Parce que si on ne fait pas ça, ça se peut qu'une fois que les travaux sont finis, l'assureur va dire ah non, moi je ne paye pas ça, moi je ne paye pas ça, moi je ne paye pas ça. Alors, c'est important dans cette étape-là d'avoir l'aval de l'assureur pour commencer les travaux. Parce qu'il y a deux parties dans ces travaux-là. Il va y avoir la partie qu'on appelle unité de base et il y a la partie amélioration locative. L'amélioration locative, c'est ce que vous avez ajouté depuis en surplus dans votre condo comparativement à ce qu'il y avait à la construction au moment où ça a été livré la première fois. Vous pouvez, vous, en tant que copropriétaire, être le troisième acheteur. Mais quand ça a été construit, si c'était construit avec je vous donne un exemple, avec du tapis, puis que vous avez du bois franc dans votre appartement, bien, la portion que le syndicat va payer, c'est le montant qui représente de remplacer avec un tapis. Ils ne vont pas vous remettre un tapis, là, mais ils vont donner l'argent qui représente la partie du tapis. Votre compagnie d'assurance va payer l'amélioration, la différence entre le prix du tapis et l'amélioration qui était votre plancher de bois franc, comme exemple. Alors, le plus de preuves que vous avez, le plus facile que ça va être après pour aller réclamer les montants. Merci, Daniel. J'ai fait un peu un tour. Oui, non, tu as fait le tour. Puis je veux juste dire qu'on est obligé de passer ça comme ça, là, mais aussi travailler avec les deux assureurs pour la répartition des frais sur les améliorations locatives. On vous le dit, là, c'est pas simple la gestion des sinistres, mais c'est crucial. Cyril l'a dit, Daniel l'a dit, Maître Gagnon-Marin vous a dit, vous êtes comme syndicat le leader du projet et il faut prendre en charge puis il faut documenter. Il y a aussi les compagnies après sinistre pour travailler avec l'équipe de Cyril. Ben, eux autres, ils arrivent sur place et s'il y a besoin d'un plombier parce que c'est pas clair qu'ils trouvent la cause ou il y a de l'eau à arrêter parce que Daniel, tantôt, a dit qu'il faut arrêter l'eau, oui, mais si on n'est pas capable pour faire venir un expert, ben, c'est important que votre plombier dise exactement qu'est-ce qu'il a vu ou qu'est-ce qu'il a fait, parce que ça va vous aider dans votre code. Je vais aller, j'ai deux questions qui sont arrivées, je ne voudrais pas les... Il y a M. Lévesque, sommes-nous obligés
de rapporter aux assurances les moindres sinistres dont le coût est inférieur à la franchise. Maître Gagnon-Marin, ça c'est pour vous, tricoter direct, parce puis Daniel l'a bien dit, hein, on a une réclamation, puis on a une déclaration. Donc ça, je vous laisse éclairer nos auditeurs avec ça, parce que c'est important. C'est sûr qu'il y a un principe en matière de droit des assurances qui fait en sorte qu'il ne faut... il faut rien cacher à notre assureur. Il faut dénoncer le plus possible. Donc, est-ce qu'on est obligé? C'est sûr que chaque cas est un cas d'espèce. La réponse un peu plate, c'est ça dépend, mais dans le doute, mieux vaut être plus prudent puis dénoncer pour éviter de se faire opposer par l'assureur. Vous ne m'avez pas dénoncé tel événement qui est arrivé, donc je nie couverture. Puis malheureusement, on le sait que les assureurs ont parfois tendance à chercher des raisons pour ne pas indemniser. Donc, il faut être plus prudent qu'autre chose, en fait. Et si je rajouterais ce que Maître Papineau, votre leader chez les avocats de l'LJT, dirait, un assureur doit être en mesure d'évaluer son risque. Donc, si on ne lui a pas déclaré les choses, c'est exactement ce que Maître Gagnon vous dit. Même si c'est une petite affaire, c'est fatigant. On a peur qu'ils servent de ça pour augmenter la prime du syndicat. Mais jouez safe, parce que ça se peut que vous n'ayez plus de prime d'augmenter parce que vous n'ayez plus d'assureur si vous vous faites refuser. Donc, merci, Maître Gagnon-Marin. Il y a une autre question de Mme Denise. Je suis très étonnée de vous entendre dire qu'il faut que l'entrepreneur soit agréé par l'assureur avant de pouvoir faire affaire avec lui. Ceci est contraire au droit de l'assuré de choisir son entrepreneur. Tous les assureurs reconnaissent ce droit aux assurés. Et Cyril, je te vois faire des gros signes, je vais te laisser la parole. Puis Daniel, et Maître Gagnon, si vous voulez rajouter quelque chose. C'est une excellente question, puis cette personne-là a 100% raison dans la forme, OK? Sauf que je pense que là où je rejoins Daniel, c'est que effectivement, il faut quand même valider que la compagnie, que le syndicat de copropriété va vouloir retenir, soit à cause du prix, soit parce que c'est une compagnie qui a l'habitude de travailler. Cette compagnie-là doit être, la compagnie d'assurance doit, sans obliger, mais doit dire, OK, oui, ça fait du sens, le devis fait du sens, tout est correct, etc. Parce que la dernière chose que vous voulez, c'est avoir une compagnie qui va faire les travaux avec des prix qui n'ont pas de sens, parce qu'en bout de ligne, l'assureur, c'est lui qui paye aussi, là. Oui, vous choisissez votre entrepreneur, mais c'est l'assureur qui va payer à la fin de la journée. Puis vous voulez aussi vous assurer que cette compagnie-là fasse du bon boulot. Il n'y a personne qui est à l'abri de faire des gaffes en termes de réparation, mais autant se prémunir, quoi. Je veux dire, autant se prémunir. Mais effectivement, cette personne-là a 100% raison. En tant que consommateur, on va dire, vous avez le choix, vous avez le droit de choisir la compagnie avec qui vous travaillez. Après ça, par contre, il va falloir vivre avec ça, là. Il va falloir vivre avec ça. Mais effectivement. Et si je peux me permettre de rajouter, c'est que c'est plus simple qu'un copropriétaire appelle son syndicat au lieu d'appeler une compagnie après sinistre directement. Donc, comme Cyril l'a dit, puis Daniel, peut-être que tu ne seras pas d'accord avec moi, mais le syndicat, des fois, a déjà pour des syndicats qui sont plus grands, de 30, 50 unités, ont déjà peut-être des liens avec une compagnie comme Cyril ou comme d'autres. Qui ont confiance, puis qui ont un lien de confiance, tandis que si c'est le copropriétaire direct qui appelle, bien, des fois, comme syndicat ou comme gestionnaire, on apprend 3 jours après qu'il y a des trucks en avant avec des machines, puis tout ça. Ça, c'est pas l'idéal parce que, Maître Gagnon l'a dit tout à l'heure, c'est au syndicat à devenir le leader sur la gestion. Et c'est lui, Maître Gagnon, c'est lui qui devrait payer les coûts, le temps de régler le processus, mais c'est lui qui est le maître de chantier, si on veut bien. C'est ça, à moins. Excusez, je ne voulais pas vous Non, interrompre. allez-y.
Mais c'est ça, à moins, comme disait Mme McPherson tout à l'heure, qu'on envoie un avis de responsabilité mise en demeure au copropriétaire, puis qu'il envoie à son assureur, puis que son assureur reconnaisse tout de suite, oui, mon assuré est fautif, il est responsable, puis qu'il prenne en charge. Ben, sinon, c'est entre-temps, tu sais, oui, le syndicat a des recours, mais il ne peut pas dire je vais attendre que ça passe en cours puis qu'il y ait une décision sur la responsabilité avant d'entreprendre les travaux. Le syndicat doit prendre en charge le dossier, puis Le faire cheminer. c'est ça, le faire cheminer, s'assurer que les travaux soient faits de façon diligente. Donc, Merci. Justement, on a une question sur ce qu'on vient de discuter. Daniel, peux-tu répondre? Si le sinistre touche 3 unités, ça veut dire qu'on doit faire affaire avec les 3 assureurs des 3 unités? Oui, malheureusement, on n'a pas le choix. Il faut qu'on travaille avec les 3 assureurs des 3 sinistrés. Alors, ça aussi, ça devient plus compliqué, d'où l'importance que le gestionnaire ou le syndicat gère l'ensemble du dossier parce que si chacun fait des choses, chacun de son côté, là, on se retrouve dans un fouillis après, puis ça devient plus compliqué. Et si on l'évite, si on a un dommage et que ça n'a pas coulé chez le voisin d'en bas, mais qu'on a essuyé ça puis qu'on n'en parle plus, on ne l'a pas dit au copropriétaire, mais 3 mois plus tard, on reçoit un appel et le copropriétaire nous dit c'est drôle, j'ai des planches de bois dans mon salon qui commencent à changer de couleur. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Là. Il ne s'est rien passé, mais ça a pris du temps. Là, ça veut dire que le dégât d'eau qui était arrivé il y a 3 mois, que la copropriétaire n'a pas voulu, le copropriétaire ou la copropriétaire n'a pas voulu euh, réclamer ou dire à son syndicat de Dévoilé. copropriété, ben, l'eau a resté en dessous. Ça n'a pas fait de dégâts immédiats, mais l'eau a resté en dessous et ça a formé un problème en dessous du plancher. Il y a de la moisissure. Et là, le problème, c'est là, comme Valérie disait tantôt, ça devient plus grave, là, parce que ça n'a pas été traité au bon moment. Et pour répondre à votre question, à la personne qui a posé la question, s'il y a 3 assurances, il faut parler avec les 3, effectivement. Et Parce en que plus, celle du syndicat. les 2 assurances qui ont reçu le dégât devront, eux, les assureurs vont se parler entre eux autres et vont aller réclamer à l'assureur du copropriétaire qui est responsable de son dommage. Puis en plus, Daniel, celle du syndicat. Ça fait que ça fait 4 si on a 3 Et unités. voilà, 4 personnes. Oui, tout à fait. On a une autre question de Mme Caron. Une copropriétaire a contacté le syndicat il y a une semaine pour mentionner qu'elle avait des petites cloques ou bulles d'eau au-dessus de ses armoires de cuisine. Notre immeuble est sur 3 étages. Elle est au 2e. Donc, au-dessus, elle est au 2e, donc dessus de la cuisine de l'unité du 3e. Nous avons donc contacté notre gestionnaire de copropriété qui nous a mentionné qu'il ne peut rien faire pour l'instant et de demander à la copropriétaire de nous revenir si jamais ceci empirait. La copropriétaire au 3e nous a confirmé qu'elle n'a rien remarqué d'anormal de son côté. Que devrions-nous faire? Donc, je vais aller avec Cyril en premier parce qu'on s'en va à trouver qu'est-ce qui se passe. Puis après ça, Daniel, on parle de gestionnaire. C'est sûrement pas Daniel et moi. Et on va voir la réponse. Fait que Cyril, quand un copropriétaire contacte son syndicat, puis il y a peut-être apparence, justement, puis ça peut être bien des affaires, condensation, name it, là, ça peut être tout ça. Je te laisse la parole. Absolument. Il ne faut surtout pas passer outre cette problématique-là. Il faut investiguer. Il faut trouver pourquoi parce que c'est des signes d'altération causée par l'eau. La personne au-dessus, effectivement, elle a peut-être pas eu de dégâts d'eau, je veux dire, mais est-ce qu'il y a un problème de plomberie qui se situe dans l'entre, si vous voulez, dans l'entreplafond ou derrière un mur, etc. Probablement. Il faut investiguer. Donc, la chose à faire, c'est appeler une compagnie en recherche de cause ou même en après-sinistre. Ils vont pas envoyer la cavalerie, forcément,
mais ils vont venir investiguer, ils vont prendre ils vont faire de l'imagerie thermique, ils vont prendre des taux d'humidité, ils vont regarder, ils vont aller à l'étage supérieur, ils vont faire des tests de plomberie à l'unité à l'aplomb, et pour essayer d'isoler la cause et de dire, voilà, OK, la cause vient de telle déficience, ça prend un plombier, ça prend une compagnie qui va réparer peut-être des joints ou du caulking à tel ou tel endroit. Voilà quoi. Mais il ne faut surtout pas passer outre cette problématique-là. Il faut la prendre de front. Puis, exiger aussi, c'est correct de demander, OK, voilà, j'ai besoin de vos services, madame, monsieur ou madame de telle compagnie d'après sinistre ou de recherche de cause. Combien ça va coûter votre intervention? Ça se dit, ça? Combien ça coûte? Et normalement, toute compagnie professionnelle va donner l'information requise pour que le syndicat puisse savoir où est-ce qu'il s'en va. Je veux dire, ce n'est pas un chèque en blanc non plus, parce qu'on demande à une compagnie d'intervenir, surtout pour investiguer. C'est comme quand vous appelez un plombier, vous savez combien ça va vous coûter à l'avance, là. Il va On a vous le une bonne dire, idée. déplacement, ça coûte tant, après ça, c'est tant de l'heure. Bon, on devrait avoir besoin de 3 heures minimum, boum, ça coûte tant, voilà. Donc, c'est exactement la même chose. Mais ne rien faire, c'est s'exposer à des problèmes beaucoup plus graves. Oui, Daniel, vas-y. Vas-y. Oui, effectivement. Aussitôt qu'on a quelqu'un dans une copropriété qui mentionne qu'il y a des cloques, qu'il y a une couleur, il y a un cerne, il faut absolument trouver la cause. On n'est pas des experts en dégâts d'eau. On ne sait pas c'est quoi. Euh, il y a des compagnies qui existent qui viennent faire des expertises et ce n'est pas si dispendieux que ça. Et des fois, là, le prix d'une expertise va vous sauver beaucoup d'argent parce qu'ils vont trouver la cause immédiatement et on va pouvoir réparer. Ignorer quelque chose, c'est jamais la solution. Si un copropriétaire dit qu'il y a de l'eau, il faut aller inspecter. Il ne faut pas dire ben, si ça ne coule plus, on ne s'en occupe pas. Il faut absolument intervenir d'une façon ou d'une autre là, pour trouver la cause. Et chez le temps, notre commanditaire, c'est Infiltration Montréal. Cyril, je pense qu'on peut donner, vous avez un coup de base pour trouver une recherche de cause. Peux-tu nous expliquer un peu qu'est-ce que vous offrez comme service à nos auditeurs qui auraient une situation comme celle-là? Ben, en fait, la recherche de cause, bon, c'est évidemment de trouver la cause, la déficience, d'être capable vraiment de mettre le doigt dessus, hors de tout doute. La dernière chose que vous voulez, c'est d'avoir, je pense que d'après notre expérience, ça pourrait être ça. Ce que vous voulez, c'est des faits. C'est blanc ou c'est noir, ça coule de cet endroit-là ou ça ne coule pas de cet endroit-là. Et d'être capable de documenter et d'arriver avec un rapport, avec des recommandations correctives. Voilà, on a identifié que les stigmates qu'on voit au plafond au-dessus des armoires de cuisine sont causés par un joint du siphon sous l'évier ou, je ne sais pas moi, d'un speedway, etc., déficient, c'est du goutte à goutte. OK. Ça vous prend l'intervention d'un plombier immédiatement. Et tout ça est mis dans un rapport avec des photos thermiques, photos numériques, les taux d'humidité, etc. Les photos endoscopiques aussi, si on passe une caméra endoscopique. Ce qui fait que vous avez un rapport de cause, vous avez des recommandations correctives. Après ça, c'est simplement de le faire exécuter par un professionnel. Si ce n'est pas un problème de plomberie, exemple, ça peut être un problème des fois vous savez, de joint de douche qui est Oui. altéré, qui est inexistant même. Dans certains cas, on a déjà vu ça. Bon, ben, refaire des joints de douche, ça prend pas non plus, c'est pas hyper dispendieux. Ou du calfeutrage autour d'un bain, autour d'un bac de douche, etc., quoi. Mais l'important, c'est d'arriver à mettre le doigt sur la problématique, d'être capable de l'isoler, de faire les bonnes recommandations. Il y a des compagnies qui sont spécialisées là-dedans, pas seulement la mienne, il y en a d'autres, je veux dire, qui sont spécialisées là-dedans, et c'est ce que vous avez besoin. Et là, on tombe même quasiment dans le préventif aussi, quoi. Parce que là,
Quand vous êtes un syndicat de copropriété, vous avez des petits soucis comme ça dans une unité. Il y a de grandes Des chances que chances. vous pourriez avoir le même problème ailleurs qui va, je dirais, arriver dans les mois ou dans les semaines futures. Pourquoi? Parce que les bâtiments ont de 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Vous savez, tout arrive en même temps, quoi. Ils ont été construits en même temps. Et la plomberie, ça s'use. Je veux dire, les joints, ça s'use. Le calfeutrage, ça s'use. Il y a des copropriétaires, il y a des occupants qui sont proactifs, qui vont faire le travail, mais il y en a d'autres qui ne vont pas le faire. Et ce n'est pas, encore une fois, volontaire. C'est, ils sont pas au courant, ils ne connaissent pas ça. Je veux dire, voilà, quoi. Donc, ça, c'est peut-être des signaux, des fois, qui vont vous dire, oh, OK, j'ai ça. Peut-être qu'on devrait checker tout ça là, dans le bâtiment. Voilà. Si tu permets, Cyril, là, Oui. justement, c'est qu'on a parlé des coûts de déplacer des compagnies d'après sinistre et tout ça. Infiltration Montréal, vous faites de la recherche de cause, mais vous faites aussi des inspections dans toutes les unités avec un prix par porte. Et ben ça, on ne peut pas dire autrement, je pense, Daniel et moi, que la prévention va vous sauver bien des soucis puis bien de l'argent. Parce que ça a un coût de faire inspecter toutes les unités, mais après ça, vous savez qu'est-ce qu'il y a à corriger. Et puis après ça, si vous n'avez pas corrigé comme copropriétaire que le gestionnaire vous a demandé ou le syndicat, bien là, votre assureur va dire, bien, c'est vrai que tu as été négligent. Donc, la prévention va vous sauver des maux de tête et des coûts, forcément, c'est clair. Maître Gagnon, sur cette histoire, parce que cette petite histoire de bullette, comme on parle, vous avez sûrement des expériences chez LJT de syndicats qui n'ont peut-être pas intervenu, puis que les gens ont été pris avec des aggravations de situation. Donc, tu sais, si on n'a pas corrigé, donc vous l'avez dit tantôt, le syndicat doit intervenir, mais qu'en est-il? Ça peut mal tourner une situation comme ça, s'il y a de l'aggravation, puis le client appelle chez vous pour que vous le défendiez? En termes de syndicat, Oui. ouais, c'est sûr que le syndicat a intérêt à agir rapidement. Parce que du moment où il y a un sinistre, le syndicat est avisé puis qu'il ne fait rien, même si le copropriétaire est responsable du sinistre, ben, du moment que le syndicat est avisé puis qu'il est négligent ou qu'il ne fait rien ou qu'il prend trop de temps, ben, toute l'aggravation des dommages va lui être imputable. Donc, il va avoir un certain travail d'analyse à faire ici en voyant qu'est-ce que le sinistre a causé d'origine, puis de quoi est responsable le syndicat par sa négligence. Donc, ça va être un peu un moyen de défense que le copropriétaire va pouvoir utiliser, puis dire, tu sais, par exemple, on t'a avisé du sinistre, puis tu n'as rien fait. Si tu avais fait quelque chose lorsqu'on t'en a avisé, les dommages ne seraient pas de X, mais ils seraient de Y. Donc, le syndicat va à ce moment-là être responsable d'assumer les pertes liées aux dommages liés à son inaction. C'est intéressant ce que vous avez dit là parce que il peut y avoir des coûts qui ne seront pas récupérés parce qu'il y a eu une inaction ou une perte de temps avec le syndicat. On a une question. Si nous ne réclamons pas notre assureur et que des réparations aux gyps doivent être faites, est-ce que le syndicat doit lui-même faire affaire avec l'assureur du copropriétaire? Donc, Daniel, ça, c'est toi. Il faut comprendre que le syndicat de copropriété doit faire une réclamation à son assurance quand le dégât est plus élevé que sa franchise. Si vous avez une franchise de 25 000 et que vous avez un dégât de 10 000, ça ne sert à rien d'appeler l'assureur. Le syndicat doit payer les frais de ce dégât-là. Alors, quand vous dites, si nous ne réclamons pas notre assureur et que la réparation au GIP doit être faite, est-ce qu'on envoie ça à l'assureur du copropriétaire? Vous, en tant que syndicat de copropriété, le lien contractuel que vous avez, c'est avec la copropriétaire. Ce n'est pas avec son assurance. Alors, vous devez l'envoyer à la copropriétaire qui, elle, va l'envoyer à son assurance.
Parce que vous ne réclamez pas à l'assureur du copropriétaire, vous réclamez à la copropriétaire. C'est elle la cliente, là, ou le copropriétaire, là, je ne veux pas mettre de genre dans mes exemples, mais vous allez devoir réclamer à votre copropriétaire qui, à son tour, lui, fera ce qu'il a à faire avec son assurance. Tout à fait. Merci, Daniel. Les dommages sont inférieurs à notre franchise. Ben, Daniel vient de vous répondre, Madame Pépin. J'espère que c'est assez clair pour vous. Puis ça nous amène, Daniel vient de parler de quelque chose. Votre lien est avec votre copropriétaire. Lui, il a, on espère, une assurance responsabilité civile parce que c'est obligatoire selon la loi. Mais Gagnon, c'est obligatoire d'avoir une assurance? Exactement. Le Code civil prévoit désormais à l'article 1064.1 que les copropriétaires doivent obligatoirement avoir une assurance qui couvre leurs responsabilités civiles, dont le montant est déterminé par règlement. Donc, c'est ce qui nous amène au règlement établissant diverses mesures en matière d'assurance des copropriétés divises, à l'article 1 qui nous dit que toutes les copropriétés de moins de 13 fractions, l'assurance obligatoire pour la responsabilité civile est d'1 million. Ça, c'est le minimum. Puis pour les 13 fractions et plus, c'est 2 millions. Donc, si vous habitez dans une copropriété de plus de 13 fractions, vous devez avoir une assurance responsabilité civile pour minimum 2 millions de dollars. Merci, Maître Gagnon. Et on vous invite à, comme copropriétaire, transmettez votre preuve d'assurance au syndicat parce que Maître Gagnon, c'est une obligation. Oui, effectivement, c'est une obligation. Puis le syndicat peut exiger la preuve d'assurance puisque, en tant que copropriétaire, vous avez l'obligation d'être assuré. Puis, plus souvent qu'autrement, maintenant, c'est prévu dans les déclarations de copropriété. Donc, si vous ne transmettez pas la preuve d'assurance, souvent vous allez être en contravention par rapport aux dispositions de la déclaration de copropriété. Donc, effectivement, si le syndicat le demande, il faut l'envoyer. Merci des éclaircissements. On a une autre question. Que pensez-vous lorsque la compagnie d'assurance du syndicat est la même que celui du sinistré? Est-ce que cela peut causer des problèmes? Madame McPherson, pour vous, cette question? Non, ça peut d'ailleurs aider parce qu'on on va travailler juste avec un assureur. Alors, il n'y a pas de problème à ce que le copropriétaire et le syndicat aient la même assurance. Ça, on parle d'à peu près souvent des compagnies comme Intac et des compagnies qui ne sont pas les gros assureurs avec le marché londonien. Puis aussi les assureurs directs, Beneva. On peut avoir Beneva sur le syndicat, Beneva chez le copropriétaire. Donc, non. Puis je pense des fois, comme tu as raison, ça aide un petit peu. Madame Denise, les prix facturés par les entreprises partenaires des assureurs sont souvent plus élevés que ceux des autres entrepreneurs. Alors, Cyril, je le vois rire, mais je n'ai même pas fini. Il est facile de remettre le devis établi à l'expert en sinistre de l'assureur en enlevant les prix et à divers entrepreneurs compétents pour voir pour combien ils peuvent faire les mêmes travaux. Sinon, on contribue involontairement à la hausse des coûts imposés par les assureurs, par conséquent, à la hausse des primes. Cyril, tu as quelque chose à répondre à Mme Denise? Ben, moi, je pense que il faut faire des soumissions. Je veux dire, l'important, c'est de bien s'entendre sur l'étendue des travaux à faire. Tu sais, je veux dire, comment, comment je peux vous dire ça? Un entrepreneur d'un assureur a tendance à défendre les intérêts de l'assureur. Pourquoi? Parce que l'assureur va le nourrir, va le nourrir toute l'année, va lui donner des dossiers, etc., etc. Je ne rentrerai pas dans les détails des listes de prix des assureurs, etc. Un entrepreneur qui est mandaté par un syndicat de copropriété va avoir tendance à défendre l'intérêt du syndicat de copropriété. Il n'est pas comment je vous dirais, en porte-à-faux, on va dire. Il ne va pas se dire, bon, en termes de prix, OK, si je donne un bon prix avec le syndicat de copropriétaires, je vais me brûler avec l'assureur. Si je donne vous voyez ce que je veux dire? Donc, mais faites des devis, faites faire des soumissions. Je veux dire, quand c'est le temps de réparer, bon, c'est sûr que quand on parle d'un trou au plafond, on ne s'énerve pas non plus, là, je veux dire, mais dès que ça devient, bon, j'ai des planchers à remplacer,
j'ai du bois franc, du flottant, ça passe sous la cuisine, ça passe sous les comptoirs, il faut enlever le comptoir. Ça monte vite, là. On peut être à 10 000 et plus, là, 10, 15, etc. Faites faire des soumissions. C'est correct. Si l'assureur vous propose un entrepreneur, prenez-le en considération aussi. Regardez les prix et puis comparez ce qu'il y a de mieux et ce qu'il y a de mieux pour le syndicat. Ça, c'est le plus important. C'est vos intérêts. OK. Moi, ça, c'est ma meilleure recommandation. Mais effectivement, on a tendance des fois à penser que, OK, l'entrepreneur travaille pour l'assureur, je vais avoir un meilleur prix, pas forcément. Puis même, ce qu'il faut faire attention aussi, c'est que l'assureur, puis je vais généraliser là, mais l'assureur, il va regarder pour que ça lui coûte le moins cher possible, on s'entend, hein. Ils sont là pour faire des affaires. Donc, vous avez un plancher fini de base, OK, donc à l'achat, à la construction du condo, c'était un plancher d'ingénierie qualité supérieure, l'assureur passe, souvent il va mettre qualité standard, quoi. Fait, quand on ne sait pas ça, quand on ne connaît pas en tant que consommateur, en tant que syndicat de copropriété, puis même, bon, les gestionnaires maintenant commencent à avoir l'habitude, là, ce n'est pas votre premier rodéo, etc. Mais c'est facile de se ramasser à la reconstruction avec un plancher standard qu'on trouve chez Rona en spécial. C'est pas ça que vous aviez, vous. La membrane sous le plancher, membrane acoustique, ça Mais coûte c'est cher, important. ça. Oui, Ben, oui, c'est ça oui, que c'est important. Ouais, c'est ça qu'il y avait à la Hein? construction. Il faut le lire, le devis, quand on le reçoit. Il ne faut pas juste prendre le devis puis aller à la fin pour voir combien ça coûte. Exactement. C'est laborieux, là, mais il faut le lire, le devis, parce que très souvent, on va trouver des erreurs. On va voir, ils veulent peinturer quelque chose, puis c'est comme, ben là, il n'y a rien arrivé là, ou ils enlèvent un plafond dans une chambre alors qu'il y avait de la moisissure juste à 2 pieds en bas. S'il n'y en a pas tout le mur, pourquoi ils enlèvent le plafond? Alors, faut juste lire le devis pour s'assurer que les travaux qu'ils nous proposent, c'est les bons travaux. Voilà. Puis, il faut pas avoir peur de questionner, de challenger autant votre entrepreneur que l'entrepreneur de l'assurance. Donc, quand vous avez deux devis, là, pourquoi le devis de l'assureur, il est à 12 000 $, puis celui de votre entrepreneur qui vous connaît, qui travaille pour vous, qui défend vos intérêts, il a 3 000 $ de plus. On regarde les devis, on regarde l'étendue des travaux. Oh, là, il nous paye pour, je sais pas moi, 30 pieds carrés alors que de remplacement de plancher, alors que pas 30 pieds carrés là qu'il faut remplacer là. C'est l'air ouverte au complet là où la qualité, il vous a donné 4 $ le pied carré pour un plancher de standard, mais votre plancher il ne vaut pas 4 $ le pied carré, il en vaut 7. C'est ça les différences aussi. Donc ça c'est très important. Puis prenez toujours ceux qui défendent vos intérêts. Ça, c'est la clé, je veux dire, c'est votre argent en bout de ligne. Là. C'est pas de payer plus ou moins, c'est de payer pour ce que vous avez droit à avoir. Point final, quoi. Et de plus, mettre gagnant sur ce que viennent de dire Daniel et Cyril, c'est que c'est important parce que peu importe qui est responsable, un copropriétaire ne doit pas avoir une perte dans le sens de qualité de matériaux qui va diminuer la valeur. C'est important de le préciser que le syndicat ne peut pas faire des choix financiers au détriment du sinistré, même si, tu sais, des fois, ça devient émotif parce que oui, mais c'est de sa faute, puis des fois, c'est le deuxième dégât d'eau en 2 ans, puis, tu sais, il y a des histoires d'horreur parce que quand on appelle un avocat, c'est pas parce que ça va bien, là. Pourriez-vous revenir sur, un peu sur ça parce que il faut vraiment redonner exactement. Cyril parle d'un morceau de plancher par rapport à l'aire commune. Moi, si j'ai un condo, puis on veut juste me faire une patch, un plancher, ça n'a aucun sens. Non, exact. Non, c'est sûr que le syndicat a des obligations envers les copropriétaires. Puis ça doit être, tu sais, c'est sûr il y a l'exception des améliorations dites locatives, entre guillemets, là, mais les améliorations qui sont apportées par rapport à la partie privative qui est livrée de base, ça, c'est le copropriétaire qui les assume. Mais effectivement, là, on ne peut pas faire un bargain, entre guillemets, avec l'assureur au détriment du copropriétaire pour que ça coûte moins cher au syndicat, mais que ça soit à lui de payer pour puis de se ramasser avec des matériaux de moindre qualité.
Dans un cas comme ça, le syndicat pourrait devoir dédommager le copropriétaire. Merci. On a une autre question qui est, Madame Caroline, bonsoir, on fait quoi avec l'augmentation de la franchise et de la prime du syndicat pour les 5 prochaines années? On poursuit le copropriétaire fautif pour cette partie où ça passe à travers les assurances ou autres. Daniel, je ne sais pas si tu as compris la question, mais je pense en déclarant peut-être ou avoir réclamé, peu importe, les deux peuvent, oui, malheureusement, faire bouger votre dossier, là. Mais Daniel, on ne peut pas poursuivre le copropriétaire pour les augmentations. Non, à moins qu'il était fautif d'une activité qu'il n'avait pas le droit de faire dans l'immeuble. Hein, on s'entend, là. Si on rentre dans son appartement puis on s'aperçoit que c'est le professeur Tournesol qui fait de la chimie dans son appartement qui a fait exploser quelque chose, c'est pas quelque chose qu'il est supposé de faire dans son appartement. Là, on aura un recours. Mais un dégât normal, malheureusement, non. On a parlé beaucoup de la prévention. Hein. On a peut-être des choses à faire. On a dit le mot prévention, mais on n'a pas vraiment extensionné, là. Tu sais, faire nettoyer nos colonnes régulièrement dans les immeubles, très important. Ça va éviter les refoulements d'égouts, ça évite des dégâts Des gros d'eau. dégâts. Éviter les négligences. Tantôt, M. Cyril le disait, là, c'est rien de, à tous les années, rappeler à nos copropriétaires, refaites le calfeutrage autour de votre bain, autour de votre douche, autour de la toilette, des trucs comme ça. Quand on fait la compagnie vient pour faire l'inspection des gicleurs dans votre unité, bien, rentrez dans les appartements avec la personne qui fait l'inspection, puis faites juste un petit tour, préparez-vous une feuille avec des colonnes pour dire, OK, on va aller vérifier, on appelle ça un speedway, le tuyau en arrière de la toilette pour voir si ça coule. On va regarder en dessous du lavabo de cuisine pour voir s'il y a quelque chose qui coule. On va voir autour des fenêtres s'il y a de la moisissure. C'est toutes des petites inspections qu'on peut faire pendant l'année. Puis ça, là, on peut trouver des trucs qui vont prévenir les dégâts d'eau. L'installation des détecteurs d'eau, que ce soit une copropriété de 8 unités ou de 200 unités, ça, c'est en ce moment-là, c'est ce qui nous aide le plus à prévenir les dégâts d'eau. Oui, quand on n'est pas une grosse copropriété, puis il faut qu'on dépense 1 200 $ ou plus pour faire installer un système de détection d'eau, on trouve ça cher, mais ce prix-là, comparativement à un dégât d'eau, ça ne se compare même pas. Alors, les installations de détecteurs d'eau, hyper important. Absolument. Puis Daniel, en fait, qu'on soit 6 ou 42 ou 152, ça revient à peu près à la même affaire parce qu'on y va par unité. Fait que c'est sûr que c'est un projet commun qui peut être en réparti, mais au bout du compte, puis vous avez raison. Puis en plus de sauver des dégâts d'eau, il faut que vous pensiez qu'on parle juste d'argent, là, mais parlons de ceux qui sont déplacés de chez eux. Parlons des gens qui ont été, parce que l'autre avait laissé le bol en dessous de l'évier de cuisine, on est obligé de refaire les planchers en dessous, puis ça fait 2 mois que dans un Airbnb à quelque part. Ben, tu sais, il y a de l'émotion là-dedans, puis il y a des familles. Fait qu'il faut. Le sinistre en tant que tel, il fait mal à bien du monde. On a, je m'excuse, il est 20 heures, mais je prendrai le temps j'ai 2, 3 questions. Un dégât d'eau causé par un air climatisé mural. Oh mon Dieu, classique, Daniel, ça. Survenu, le copropriétaire n'a pas avisé les gestionnaires. Le dégât a été vu 1 mois plus tard lors du nettoyage des airs climatisés. Aucun nettoyage n'avait été fait auparavant. Le copropriétaire a continué d'utiliser son air climatisé. Les réparations ont été faites car nous avions peur pour la moisissure. Bien, tantôt, M. Gagnon-Marin l'a bien dit qu'on intervient, puis après on chicane. Peut-être que j'invente un peu des paroles à votre place, mais non, c'est à peu près ça. C'est parfait. On se chicane tout le temps. C'est ça. Ouais. Et les réparations ont été faites quand nous avions peur de la moisissure. Le tout a été payé par la copropriété. Une lettre de mise en demeure a été envoyée afin de demander à la propriétaire de prouver sa non-négligence, car du côté des gestionnaires, elle a été négligente et nous voulons qu'elle paye la franchise. Présentement, les travaux ont été effectués, mais aucune réparation sur l'air climatisé. Mes 2 questions. Avons-nous un recours si tous les travaux ont été effectués? Première question. Deuxième question, outre une autre mise en demeure et des petites créances, avons-nous d'autres options?
si le même problème survient encore, sommes-nous encore responsables? Daniel, je te laisse la première question et après, je passerai le reste à Maître Gagnon-Marin parce que c'est un peu... Daniel, c'est... Je pense que la première question, ça a le rapport avec les recours. Fait que peut-être que oui, Maître Gagnon-Marin pourrait répondre à celle-là. oui, Ouais, allez-y. parfait. Je vais juste me, me situer dans la question parce qu'elle est assez longue. Oui, Euh, vers la fin. Avons-nous un recours si tous les travaux ont été effectués? Oui, oui, dans la mesure où ça ne fait pas 3 ans. Parce qu'on se rappelle qu'en droit civil, on a la prescription de 3 ans, donc attendez pas trop pour poursuivre. Je comprends que dans votre exemple, on dit que l'air climatisé coulait, puis que le copropriétaire a attendu plusieurs semaines ou mois, je ne sais pas trop combien de temps exactement, mais qu'il a attendu avant d'aviser le syndicat, puis il n'a rien fait. Donc ça, en tant que tel, ça pourrait possiblement s'apparenter à une faute qui pourrait être retenue à ce titre-là par un tribunal, puis qui ferait en sorte que le copropriétaire pourrait être condamné, du moins pour l'aggravation des dommages, là, entre le temps où il s'est aperçu de la fuite d'eau de l'air climatisé, puis le temps où il a avisé le syndicat, parce que c'est pas juste le syndicat qui a une obligation de diligence, c'est aussi le copropriétaire qui doit tout le temps agir comme toute personne raisonnable. Ça, c'est le principe même de la responsabilité civile. Donc, oui, il y a un recours. Encore une fois, c'est comme chaque dossier, ça va être une question de preuve. Ça va être une question de la preuve qui va être administrée devant le juge. Donc, il va falloir être en mesure de démontrer qu'il y a eu de la négligence, que ça a été de sa faute, puis tout ça. Puis à ce moment-là, le syndicat pourrait être remboursé de sa franchise ou du montant qu'il a investi pour les réparations s'il n'y a pas eu recours à son assurance, dans la mesure où c'est en dessous de la franchise. Je ne sais pas si ça répond un peu à la question, là. Absolument. Puis la deuxième question, c'est qu'elle dit si elle n'a pas réglé son problème d'air climatisé, puis elle s'en sert encore, puis ça revient encore un deuxième sinistre, ben, j'imagine que ce que vous venez de dire est juste encore bon puis augmenté. Ouais, mais par contre, là, si le syndicat il est au courant qu'il y a un problème avec l'air climatisé puis qu'il ne s'assure pas que, que le problème est réglé, le syndicat doit quand même, a quand même une obligation ici de prudence, diligence, là. Donc, peut-être que ce serait une bonne idée de s'assurer, de faire les vérifications nécessaires que l'air climatisé ne coulera plus. Euh, Encore une fois, on est dans la prévention, c'est toujours mieux. Même si ça serait à la copropriétaire, par exemple, disons, ou au copropriétaire, ben, le syndicat, par vraiment, comment je dirais, responsable, devrait dire, ben là, on va le faire réparer pour être sûr que ça n'arrive plus, puis après ça, ben, on va te le facturer dans ce sens-là. C'est ça. OK. Puis on dit, Madame Coulombe qui dit c'est aussi important dans le syndicat d'avoir la description de l'unité type, c'est plus qu'important, c'est obligatoire. Exact. Et Daniel, ce qu'on vit présentement, en plus de l'unité type, c'est que les assureurs commencent à demander la preuve que ça a été présenté en Assemblée générale. C'est Ouais. peut-être un truc qu'on peut faire un rappel à nos administrateurs de procéder comme ça. Oui, ça, c'est très important. L'unité de base, les assureurs vont vous le demander maintenant quand il y a un dégât d'eau, parce qu'ils veulent savoir sur quoi se baser là, pour faire vos réparations. C'est une obligation maintenant par la loi d'avoir ce document d'unité de base-là. Dans une toute petite copropriété, les gens vont dire, ben, comment je fais pour faire ça, là? Je n'engagerai pas quelqu'un, puis ça va me coûter 5 000 $ pour faire un rapport. Si vous avez les documents qui vous ont été remis lors de l'achat de votre condo, si c'est dans le cas d'un condo neuf, vous allez souvent avoir le document qui va parler de qu'est-ce qui était fourni dans votre unité. Alors, des planchers de tel type, des armoires de tel type. Vous allez avoir la description. Et si vous êtes capable d'aller dans une unité qui a encore Qui n'a pas été rénové. qui n'a pas été rénovée, merci Valérie, vous prenez des photos et vous pouvez vous créer un document qui va vous servir d'unité de base. Alors, vous pouvez l'utiliser. Ça, des fois, quand vous faites évaluer votre bâtiment, l'évaluateur, il va aller prendre des photos partout dans l'immeuble. Alors, assurez-vous qu'il va aller prendre des photos que vous allez pouvoir utiliser pour faire votre document.
si vous ne voulez pas le faire par une firme externe. Maître Gagnon-Marin, il est-tu trop tard pour faire ce que Daniel vient de donner comme truc si quelqu'un ne l'avait pas fait, par exemple? Vous voulez dire par rapport aux photographies, là? À l'unité, oui, l'unité type, là. Oui. Non, non, il n'est jamais trop tard. C'est sûr que le Code civil prévoit que il doit avoir une fiche descriptive qui est adoptée par l'Assemblée. Mais non, effectivement, s'il n'y en a pas, on ne peut pas en inventer, puis on ne peut pas non plus faire une assemblée du jour au lendemain comme ça, là. Donc, effectivement, c'est une bonne solution. Mais si ce n'est pas fait, mettez-le en branle, parce que là, vous êtes comme. Il est minuit et 5, là. Ouais. Il n'est pas minuit moins 5. Il y avait une date butoir, si je ne me trompe pas, en 2023 pour que ce document-là soit complété. Mais entre vous et moi, il n'y a pas personne qui va nous mettre en prison, là. Mais il ne faut pas l'éviter. Si vous ne l'avez pas fait, là, faites-le. C'est ça. C'est très important. Présentez-le à votre assemblée annuelle et faites-le approuver lors de l'assemblée annuelle pour que vous puissiez avoir ce document-là. Parce que tôt ou tard, l'assureur va vous le demander. Vous allez être obligé de l'avoir. Parfait. On a quelques petites questions, Raphaël, je m'excuse. Daniel, tantôt, on disait qu'on allait avoir bien du stock, on le savait. Denise, Madame Denise, à part l'entreprise de Cyril, qui semble vraiment extraordinaire, est-il habituel pour les entreprises d'après sinistre de faire des évaluations des causes et des réparations à faire, ou est-ce que ce sont des experts en sinistre, des assureurs qui doivent dresser la liste des réparations nécessaires? Cyril, la question est pour toi. Ben, quand on parle vraiment d'un dégât d'eau, il y a un dégât d'eau qui est survenu, etc. Les premiers intervenants sur les lieux, souvent, ça va être la compagnie d'après-sinistre avec quelqu'un peut-être du syndicat de copropriété. Un expert en sinistre, lui, va venir peut-être 2, 3, 4 jours, la semaine prochaine, la semaine d'après, etc. Donc, c'est sûr que la firme d'après-sinistre, oui, elle est là pour limiter les dommages, mais elle est là également pour ramasser un maximum d'informations live, que ce soit au niveau prise de photos. Bon, la cause est évidente. Exemple, c'est un débordement de laveuse à linge. Photos, commentaires ou même commentaires suite à la discussion qu'on a eue avec l'occupant. Est-ce que c'est bien à vous? Est-ce que c'est bien votre appareil? Qu'est-ce qui s'est passé? Parfait, on rentre ça dans le rapport. Voilà quoi. Donc, c'est super important, effectivement, que la compagnie d'après-sinistre ou les premiers intervenants qui sont là ramassent un maximum d'informations, montent un dossier, montent un rapport qui va être envoyé dans les 24 heures, 48 heures, Bien dans mes pensées, là. à la compagnie de gestion, évidemment au syndicat de copropriété, pour déjà monter le dossier de responsabilité. Puis en même temps, ce qui est très important, c'est d'anticiper aussi au niveau des coûts, effectivement. Combien cette intervention-là va coûter? C'est des compagnies qui sont spécialisées, qui ont l'habitude d'intervenir, sont capables de vous dire, ben, regardez, pour l'intervention d'urgence avec l'assèchement, etc., puis le dégarnissage des murs, on a ouvert un petit trou au plafond. Bon, voilà, ça va coûter entre 1000 et 1500 $, 1000 et 2000 $, ou entre 2000 et 4000 $ s'il y a plusieurs unités d'affectées, etc. Peu importe. Puis en même temps, de donner ce qu'on appelle une réserve, un budget de réparation. Ce qui fait que la compagnie de gestion, puis le syndicat, eux, ils savent comment s'aligner. Est-ce que je dois c'est en dessous de ma l'assureur ou non? franchise? C'est ça. Est-ce que je dépasse ma franchise, etc. Donc déjà, il y a une stratégie, il y a des décisions qui vont être prises, mais basées sur une compagnie, sur les informations que la compagnie, le premier intervenant, va vous donner. Donc, d'où l'importance de bien vous entourer avec des bonnes compagnies d'après-sinistre. Il y en a sur le marché, là, il y en a. Des bonnes, il y en a. Absolument. Ça existe. Mais... Voilà. Donc, merci. Merci, voilà. Cyril. Mais là, je sais que Daniel, il faut qu'elle s'en aille avec une assemblée générale, alors chanceuse. Et il nous reste quelques questions. Mais Daniel, on te laisse filer parce que tu as une assemblée. Je vais répondre avec. C'est gentil.
Hey, merci Daniel d'avoir été avec nous. Je vais garder Cyril puis Maître Gagnon pour 5 minutes, mais après ça, je te remercie beaucoup. S'il y a des questions qui me sont adressées, Valérie, tu pourras me les envoyer par courriel. Ça me fera plaisir de répondre aux copropriétaires. Mais merci Daniel, bonne assemblée. Merci, bonne soirée. Au revoir, Merci. Daniel. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir, Daniel. Il nous reste juste 2 questions qu'on va couvrir en l'absence de Daniel. On l'a déjà dit, je pense pour M. Desjardins, que si la franchise augmente à cause d'un sinistre chez un copropriétaire, on ne peut pas exiger de lui une pénalité à cause de ça, ce qui est augmenté. Et premièrement, il n'y a pas juste des fois l'augmentation sur la police d'assurance l'année suivante. Il y a des taux d'assurance qui augmentent. Même si vous n'auriez pas eu de sinistre, ça aurait augmenté. Donc, on ne peut pas, malheureusement, M. Desjardins, charger quelqu'un, mais on parlait de prévention tantôt. Faites attention, ça va vous éviter beaucoup de problèmes et ça va en même temps responsabiliser vos copropriétaires. Monsieur Labrie, une question. Dans le cas d'un sinistre d'une unité déjà mentionné qui est sous la franchise du syndicat, vous avez dit que nous devons remettre les coûts de la réparation au copropriétaire. Celui-ci ne doit-il pas payer pour les coûts reliés aux améliorations? C'est-à-dire que le syndicat devra quand même payer pour les prix de base. Bien, écoutez, ça aurait été une question pour Daniel, M. Labrie, mais je peux y répondre avec l'aide de mes deux collègues ce soir, M. Gagnon et Cyril. C'est qu'en fait, quand on vous dit que vous l'envoyez à votre copropriétaire, c'est lui, après, il va l'envoyer à son assureur. Donc, ça ne vous empêche pas d'envoyer à l'assureur direct, mais en principe, c'est à votre copropriétaire que vous envoyez. Lui, il envoie son assurance et l'assurance du copropriétaire devrait entrer en contact avec le syndicat. Maître Gagnon, ce que je dis là, ça fait bien de sens? Oui, absolument. Parfait. Donc, c'est la 2e fois que vous dites que j'ai raison en cette préparation. C'est votre conjoint qui va être content. C'est mon conjoint qui va avoir compris. Alors, M. Labrie, on espère, mais gênez-vous pas, vous pouvez communiquer avec votre copropriétaire. Puis si vous avez l'assureur, rien n'empêche de mettre l'assureur de votre copropriétaire fautif ou responsable. Quand on dit fautif, là, on n'est pas là pour être méchant avec eux autres. C'est juste qu'il y a quelqu'un qui a une responsabilité quelque part. Et vous pouvez mettre l'assureur en copie dans le courriel qui peut être au courant directement de tous les documents que vous leur envoyez. Donc, ça fait le tour de nos questions. Merci beaucoup, Maître Gagnon-Marin. Merci beaucoup, Cyril. On remercie Daniel qui vient de quitter, mais votre participation a été géniale. Je pense qu'on a encore éclairé des lumières parce que c'est vraiment complexe, la gestion de sinistre, là, je peux vous le dire. Daniel et moi, on en fait à la journée longue parce que Gestior et Condo Stratégistes ont beaucoup de portes et à chaque sinistre, il y a quelque chose qui nous arrive de particulier puis on se casse la tête. Puis je tiens à vous dire que des experts qui sont dans le métier, qui représentent certains syndicats pour les aider dans la gestion de leurs sinistres. Si c'est quelque chose que vous avez besoin, n'hésitez pas de lancer votre demande sur Condo Légal, on va me la partager. Je vous donnerai 2-3 contacts d'experts en sinistre qui peuvent travailler pour votre syndicat, vous aider dans les réclamations. Donc, merci à Daniel McPherson. Merci Cyril de ta présence. Malgré que tu étais en vacances, on apprécie beaucoup ton implication. Cyril d'Infiltration Montréal, je vous le dis, appelez Infiltration Montréal, vous allez savoir le coût que ça peut coûter pour trouver la cause qui est vraiment très abordable. Merci, Maître Gagnon-Marin, de votre présence. Je sais que vous aviez une grosse journée aujourd'hui avec la présentation au barreau, mais merci d'avoir été avec nous. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur nos web radios. Toujours un plaisir pour moi aussi. Merci de l'invitation. Merci et on vous voit dans 2 semaines. Dans 2 semaines, nous avons, merci au RGCQ, dans 2 semaines, nous avons comme sujet l'embauche du personnel en copropriété. Donc, nous aurons un autre gestionnaire qui va être avec nous, un autre avocat aussi. Il me reste quelques petites ficelles attachées, mais je sais que le gestionnaire, ça va être mon collègue Richard Dubé du syndicat privé Château. Donc, on va voir comment on embauche, qu'est-ce qu'on doit prendre comme mesure, comment on doit faire établir un contrat ou on fait juste dire c'est bien gentil et tout. Alors, on vous remercie beaucoup tout le monde. Réécoutez nos web radios avec les codes QR sur le site de Condo Légal
Et si vous avez des questions, ben, vous pouvez les écrire sur Condo Légal. On a des gens qui nous relaient les questions ou à d'autres personnes qui ne sont peut-être pas présentes ce soir. Merci encore à vous tous et je vous souhaite une belle fin de soirée. Merci. Merci Valérie, merci à tous. Bonne soirée. Bye. Au revoir.